Alors, avant de donner lecture des pouvoirs, je vais souhaiter la bienvenue à Michel Miard-Dalmas, en fait, qui est excusé, qui a donné un pouvoir ce soir, mais donc Micheline Miard remplace Lydie Mathéo. Voilà, ça c'est d'ailleurs la première délibération en rapport simplifié que nous avons à prendre ce soir sur l'installation d'une conseillère communautaire de la ville de Chambéry. Les pouvoirs, un certain nombre de pouvoirs. Marie Bénévise qui donne pouvoir à Aurélie Lemeur, Marie Perrier à Philippe Gamin, Jimmy Bahaba à Claudine Bonilla, Sabrina Ehrenck à Corinne Charles, Florence Bourgeois à Martin Noblecourt, Raphaël Mouric à Christian Berthomier, Sandrine Garcin à Sylvie Kosca, Michel Camoz à Thierry Repentin, Martine Lambert à Alain Thiefna, Claire Plateau à Sophie Bourgade, Vincent Boulnois à Hervé Ferrou-Platet, Corinne Wolf à Michel Dien, Micheline Miard-Dalmas à Alain Caraco, Sandra Ferrari à Dominique Poma, Jean-Benoît Serino à Franck Morat, Alexandra Turnard à Aloysia Esso, Pascal Mithieu à Hélène Jacquemin, Céline Vernaz à Luc Berthoud, Daniel Bouchet à Isabelle Duneau, Pierre Brun à Arthur Boisneveu, Christophe Pierreton à Cécile Trahan, Philippe Cordier à Benoît Perroton. Un certain nombre d'absents qui se sont excusés. On peut mettre ça sous le compte des périodes de vacances, peut-être. Comment Bruno Stellian à Brigitte Beauchaton, le dernier que l'on m'annonce. Très bien. On doit aussi je dois désigner le Benjamin de l'Assemblée comme secrétaire de séance. Donc c'est le plus jeune Arthur Boisneveu, voilà, qui accepte. Merci beaucoup. Et puis, avant de commencer à approuver le procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal, je vais laisser la parole à Aurélie Lemeur, vice-présidente Transition écologique, pour une information sur le plan climat et la semaine d'animation que l'on a engagée au niveau de Grand Chambéry. Voilà, c'est une information. Ah, la chaudière a été coupée, merci. La soufflerie. Ça va mieux. Merci pour ce silence. Bonsoir à toutes et à tous. Brièvement, une information. Vous avez un flyer sur vos tables, le plan climat en action. On en a déjà souvent parlé du PCAET. Et là, nous avons un événement d'importance qui va se dérouler pendant 10 jours, du 19 au 28 novembre, et qui se veut une semaine de mobilisation de l'ensemble des acteurs, collectivités, entreprises, associations, particuliers, avec un programme de 11 dates de visites et de rencontres sur l'ensemble de notre territoire, pour valoriser toutes les bonnes actions exemplaires qu'on voudrait voir reproduire, et puis surtout pour qu'on puisse se rencontrer, répondre aux questions. Donc là, vous avez d'afficher effectivement les 6 axes du plan climat, air, énergie territoriale, mais que vous connaissez déjà. Donc c'était vraiment pour vous inviter à participer, à envoyer vos collègues élus, à en parler sur vos communes, car je vous rappelle que l'atteinte des objectifs du plan climat ne se fera qu'avec la contribution de l'ensemble des acteurs du territoire, et donc on a un enjeu à faire connaître ce que Grand Chambéry propose. Et vous l'avez vu, on a déjà passé pas mal de délibérations pour accompagner les collectivités, mais aussi les acteurs privés pour s'engager dans des programmes de rénovation, d'économie d'énergie, de production d'énergie renouvelable. On a un enjeu à toutes et tous booster. Vous pouvez passer sur les slides suivantes. Encore les autres. Voilà, sur le site internet de l'agglomération, vous avez le programme détaillé avec les horaires. Vous pouvez vous inscrire bien évidemment. Et donc nous aurons une conférence de presse de lancement avec le président le 8 novembre à 11h, ainsi qu'avec nos différents partenaires. Qui se mobilisent à nos côtés pour pouvoir valoriser tout ce qui se fait d'exemplaire sur notre territoire. Je reste disponible ce soir si vous avez des questions. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup pour cette
pour cette information. Et puis on compte sur une grande participation, aussi bien des élus que des habitants. Voilà. Eh bien, on peut commencer. Tout d'abord, pour approuver, je vais vous demander d'approuver le procès-verbal de notre dernière séance de conseil communautaire du 30 septembre 2021. Est-ce qu'il y a des demandes de correction, de précision, des observations sur ce compte-rendu? Non. Eh bien, je vous propose de le mettre en délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus, c'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Très bien, eh bien on peut commencer notre ordre du jour avec, comme à la coutume, je vais vous faire lecture des rapports, de l'objet des rapports simplifiés. On a 12 rapports simplifiés ce soir. D'abord, concernant l'administration générale, le rapport numéro 1, installation d'une conseillère communautaire de Grand-Chambéry, j'en ai parlé tout à l'heure. Le 2 concerne l'aménagement de l'espace communautaire, rapport numéro 2, modification numéro 2 du PLUI HD de Grand-Chambéry, définition des objectifs poursuivis et des modalités de la concertation préalable. Concernant l'eau et l'assainissement, c'est le rapport numéro 3, budget de l'eau et de l'assainissement, attribution d'une aide financière à l'association Au Soleil pour un projet d'eau potable et d'assainissement au village d'Agny au Maroc. Ensuite, on passe aux finances avec le rapport 4, adoption du référentiel M57 à compter du 1er janvier 2022. Le rapport 5, actualisation des durées d'amortissement des budgets de Grand-Chambéry à compter du 1er janvier 2022. Le rapport numéro 6, adoption d'une convention de services comptables et financiers pour la période 2021-2023 entre Grand-Chambéry et le service de gestion comptable de Grand-Chambéry. Le 7, adoption de règlement financier de Grand-Chambéry. Ensuite, on passe aux mobilités avec le rapport 8, communication du rapport annuel 2020 établi par la société Keolis Chambéry. Ensuite, pour terminer, sur le thème des équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire, le rapport 9, qui est l'approbation des redevances et des conventions types d'occupation du domaine public pour des activités de cours de natation et cours de patinage dans les piscines et la patinoire d'agglomération. Le rapport numéro 10, approbation du versement d'une subvention à l'association France Cyclisme à l'occasion de la cérémonie des 30 ans de l'équipe cycliste professionnelle. Le rapport 11, approbation du règlement intérieur des piscines d'agglomération. Le rapport 12, approbation d'un avenant à la convention relative à l'avance sur subventions accordées au club du SOC Natation. Voilà ce qu'il en est des rapports simplifiés. Est-ce qu'il y a des interrogations? Est-ce que vous souhaitez qu'on ouvre un de ces dossiers? Oui, Martin Noblecourt, je vous en prie. Merci Monsieur le Président. Donc moi j'avais une remarque basée sur le rapport 7 sur le règlement financier mais qui est un peu plus large. Donc d'abord je voulais remercier le vice-président aux finances et les services pour le travail fait puisque c'est un règlement très intéressant, assez détaillé y compris sur des éléments de gouvernance. Donc je vous incite tous à y jeter un œil même si vous n'êtes pas au fait de la chose financière puisque ça le dépasse un peu. Ma remarque était cependant sur le fait que donc on a eu une présentation en commission des finances très bien faite, résumée évidemment par rapport à un document de 70 pages. Cependant, je ne sais pas comment fonctionnent les autres commissions, mais on ne reçoit pas ces documents ni avant la commission, enfin on les a que dans les rapports du conseil communautaire. C'est vrai que pour des documents aussi longs, c'est souvent intéressant, je trouve, notamment pour quelque chose d'aussi riche, d'avoir les documents à l'avance. Donc je me demandais si on pourrait avoir un système un peu comme ça se fait dans certains conseils municipaux, le système du blanc, du bleu, donc d'avoir les documents en amont des commissions pour les revoir. Je pense que ça serait une bonne pratique de travail pour avoir des questions plus intéressantes et des débats plus approfondis en commission. Merci. Bien, c'est noté. Est-ce que le vice-président souhaite répondre? Non? On prend en compte cette demande, hein? C'est enregistré. Est-ce qu'il y a une autre? Oui, Aloïs Chassot. Monsieur Noblecourt, est-ce que ça... Enfin, c'est une observation c'est pas pour autant qu'on voilà, on l'intègre, c'est pas un vote, vous ne demandez pas qu'on le vote voilà, de manière séparée, d'accord. Alors du coup, oui. Moi aussi, ça concerne, bonsoir à tous, ça concerne aussi la commission. J'avais une question du coup pour le vice-président en charge des transports, enfin de la mobilité. Du coup, on a reçu un mail le 11 octobre indiquant que la commission transport-mobilité était du coup annulée faute de rapport. Et en regardant l'ordre du jour,
du Conseil communautaire de ce soir, je vois que le rapport numéro 8 concerne la mobilité, puisque c'est le rapport annuel de la société Keolis pour l'année 2020. Alors du coup, je voulais savoir si, peut-être que j'ai raté celle d'avant, alors peut-être que le rapport a été présenté à la commission précédente. Si ça a été le cas, tant mieux, mais du coup, si ça n'a pas été le cas, du coup, pourquoi est-ce que la commission ne s'est pas tenue? Et je trouve que même si c'est vrai que des commissions n'ont pas au Conseil communautaire, il n'y a pas de rapport, c'est dommage que les commissions soient du coup annulées, parce qu'on a souvent, et notamment pour la mobilité, des sujets importants à traiter, ne serait-ce que pour des points d'étape. Je pense aux pistes cyclables, par exemple. Voilà, il y a des dossiers qui sont en cours depuis un certain nombre d'années et qui auraient peut-être mérité un point d'information. Voilà. Ça n'appelle pas de vote non plus. De vote séparé, oui. Est-ce que le vice-président de la mobilité veut répondre? Oui. Alors, comme vous l'avez probablement lu dans le compte-rendu, ça a été en effet présenté à la commission précédente. C'était le directeur de Syncrobus qui l'a présenté en détail. On peut ajouter que, contrairement aux habitudes des années précédentes, on ne s'est pas contenté de diffuser le rapport abrégé, mais qu'on a donné à toutes les personnes qui le souhaitaient la possibilité de télécharger le rapport intégral. Quant au rythme des commissions, je n'ai plus en tête le nombre qu'on fait, mais également par rapport au mandat précédent, vous comparerez, vous verrez qu'on en fait à peu près 2 fois plus. Bien, merci pour cette réponse et cette question. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ces rapports simplifiés? Non. Donc je vous propose de les voter en bloc, du rapport 1 au 12. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. Eh bien, c'est voté à l'unanimité sur l'ensemble de ces rapports simplifiés de 1 à 12. On passe au rapport détaillé avec le premier, donc le rapport numéro 13 qui concerne les équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire. Approbation des tarifs d'entrée et de prestation dans les piscines d'agglomération à compter du 3 janvier 2022. J'appelle le vice-président Alexandre Génaro à faire cette présentation. Monsieur le Président, chers collègues, bonsoir à toutes et à tous. On va vous faire une petite présentation qui a été faite aussi lors de la commission des grands équipements et présentation qui a été faite aussi en CCSPL. Tout d'abord, je tiens à remercier les services pour le gros travail qu'ils ont fait suite aux demandes qu'on a essayé de prendre en compte, et ils ont réussi à travailler sur différents scénarios, et lors de la commission, on en a présenté un qui a fait l'unanimité, qui a fait aussi l'unanimité en CCSPL, et donc c'est celui que je souhaite vous présenter qui est l'objet de cette délibération. Donc, petit rappel, on prévoit d'ouvrir la piscine de Busseron le 3 janvier. Il était prévu aussi de revoir le tarif. En 2019, il avait été pris une délibération qui actait le fait que les tarifs devaient bouger lors de la réouverture de l'équipement. Et le souhait qui a été fait aujourd'hui est vraiment de pouvoir valoriser le fonctionnement de ces deux équipements et de l'optimiser en proposant différents services, donc des services aux scolaires, des services au public associatif, des cours collectifs, et puis surtout pouvoir offrir des plages d'ouverture au grand public tout au long de la semaine, chose qui n'était pas forcément possible, en tout cas des plus grandes heures d'ouverture, quelle que soit la piscine, pour qu'on puisse aller dans l'une ou l'autre selon nos envies. On a, pour rappel, des deux équipements qui sont complètement complémentaires. On a d'un côté la piscine aqualudique du stade qui a un bassin sportif, mais qui a, comme son nom l'indique, une partie ludique
qui permet un côté un peu plus loisir, et puis une piscine de Busseron qui est là plus pour les apprentissages, avec un bassin de 50 mètres qui permet aussi la pratique du sport de haut niveau. On a sur la piscine aqualudique du stade des équipements de bien-être qu'il faut valoriser. Toutes les collectivités n'en ont pas, et donc l'idée c'est d'avoir une offre qui ne soit pas concurrente, mais qui soit bien uniforme. Et le souhait que nous avons fait et que nous avons présenté lors des deux commissions, c'est de pouvoir avoir une uniformité des tarifs, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et dans cette uniformité des tarifs, on souhaite avoir un prix qui soit attractif, avec les règles qui nous sont imposées. Pourquoi je dis les règles qui nous ont été imposées? La Cour des comptes, en 2018, a audité l'agglo, et il s'est avéré qu'à ce moment-là, dans le rapport, il a été pointé du doigt le taux de couverture, et donc la participation des utilisateurs. Et la conclusion, c'est que ce taux de couverture n'est pas suffisant, et la Cour régionale des comptes a donc demandé à l'agglomération de remédier à ça et de trouver des solutions pour pouvoir arriver à un équilibre entre les dépenses, et en tout cas les dépenses faites par l'agglomération, et une partie des recettes. L'idée étant que les charges de fonctionnement soient couvertes par les usagers. Aujourd'hui, il y avait plusieurs possibilités pour essayer d'arriver à cet objectif. C'était d'augmenter tous les tarifs de manière conséquente, pour passer de 40% à plus de 50%. Et le souhait qu'on a fait, c'est d'avoir une politique beaucoup plus incitative, avec des tarifs qui soient concurrentiels vis-à-vis des piscines aux alentours, et notamment de la piscine d'Aix-les-Bains. L'idée, c'est aussi d'avoir des tarifs qui soient en adéquation, qu'on ne soit pas là pour se faire non plus concurrence. On est là pour gérer des équipements publics et gérer de l'argent du contribuable, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, on a essayé d'avoir une politique tarifaire qui soit conforme à toutes ces règles. Sur les tarifs, on a, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a donc la proposition qui vous est faite, c'est de baisser, pour pouvoir arriver à une uniformisation. On pouvait soit niveler par le haut et monter le tarif de la piscine de Busseron au tarif de la piscine du stade. Le choix qui vous est fait, c'est vraiment de travailler sur du volume, et donc on vous propose de diminuer le prix du ticket d'entrée de la piscine du stade, d'augmenter un petit peu le prix de Busseron pour avoir une offre qui soit complémentaire. Ça a plusieurs avantages. D'une, en termes de lisibilité, de communication, ça nous permet d'avoir des tarifs identiques. De deux, pour les utilisateurs qui souhaitent fréquenter ces équipements, ils pourront acheter un abonnement avec par exemple 10 entrées, qu'ils pourront utiliser de la même manière dans l'une ou l'autre des piscines. Ce qui aujourd'hui n'était pas le cas. Quand on voulait aller à la piscine du stade, il fallait acheter des tickets pour le stade. Quand on voulait aller à la piscine de Busseron, c'était pareil. Et quand on achetait un abonnement, il n'était pas possible d'aller dans l'une ou l'autre des piscines avec cet abonnement. Aujourd'hui, une famille, ou en tout cas un utilisateur, pourra aller dans l'une ou l'autre des piscines. C'est un atout assez important. On a souhaité aussi travailler avec notre temps et revoir aussi, en fonction des habitudes des familles, on a créé un tarif famille. Alors vous ne l'avez pas dans le PowerPoint, en tout cas pas dans le tableau, mais du coup une nouvelle ligne de tarif est créée. C'est un tarif famille qui permet à un adulte avec 3 enfants ou
2 adultes avec 2 enfants, de payer l'équivalent du tarif réduit minimum, et c'est pour un coût de 15 € l'hiver, vous pourrez aller à la piscine avec 4 personnes, ce qui est plutôt intéressant. Ça permet aux tontons, aux tatis de partir avec leurs enfants à la piscine, avec les petits cousins, alors qu'avant ce n'était pas possible. Seules les familles nombreuses qui étaient détentrices de la carte pouvaient bénéficier de tout ça, mais une carte de famille nombreuse ne permettait pas de faire venir le petit cousin, le voisin, le copain. L'idée vraiment, c'est de travailler sur ce volume et de pouvoir, par tous les biais, aujourd'hui on le voit quand on monte en station, ce tarif famille est un tarif qui est plutôt plébiscité et qui est plutôt incitatif. On se rend compte que dans les structures qui le mettent en place, ça booste les ventes et ça reste des produits d'appel qui sont très intéressants. Donc on a voulu plutôt s'en inspirer afin de pouvoir répondre à la demande et à l'objectif d'arriver à cet équilibre que la Cour des comptes nous demande, mais en travaillant sur du volume plutôt qu'en augmentant considérablement le ticket moyen. Donc vous l'aurez compris, l'idée c'est vraiment de pouvoir proposer des tarifs qui soient en cohérence avec les tarifs du bassin, de pouvoir miser sur le volume, l'attractivité. On souhaite travailler aussi des partenariats avec GCAT sur des entrées, sur des passes, sur le City Pass notamment, pour pouvoir aussi faire de cette piscine et de ces piscines des outils touristiques intéressants pour notre agglomération. Et on se laisse 2 ans de fonctionnement pour voir si on arrive à atteindre ce taux de couverture et peut-être réajuster les tarifs, pourquoi pas à la baisse. Si on arrive à faire suffisamment de volume et que le taux de couverture est atteint, on pourra aussi imaginer de revoir les tarifs à la baisse. Juste pour information, la piscine de Busseron, avant que la piscine du stade soit livrée, c'était 287 000 entrées par an. C'est beaucoup. Alors certains, ici, pensaient que la piscine était un équipement qui ne servait à rien. 287 000 entrées, je pense que beaucoup d'équipements publics voudraient avoir ce taux d'entrée. La piscine du stade est ouverte elle aussi, et à ces 2 piscines, on souhaiterait atteindre à peu près les 400 000 entrées. Alors le Covid est passé par là. La grosse interrogation des entrées demeure, mais en tout cas, on a 2 équipements qui pourront aujourd'hui accueillir le double de scolaires que ce qu'on accueillait, beaucoup plus de créneaux d'associations et pour un tarif qui reste très intéressant sur notre bassin de vie. Donc, je vous fais grâce de la lecture de toute la délibération qui reprend exactement ce que je vous ai dit. On est sur un tarif unitaire de 4,80 pour les adultes, un tarif unitaire unique de 3,70 pour les tarifs réduits, donc qui sont les moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi. La majoration estivale est maintenue sur la piscine du stade uniquement. Par contre, les abonnements aujourd'hui de 10 entrées bénéficieront d'une remise de 10%, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces abonnements seront valables sur les 2 piscines. On aura aussi des cours collectifs de natation à 8,50 € pour les enfants, avec l'entrée qui est comprise, et 9,90 € pour les adultes, et un abonnement de 10 cours d'aquagym qui est instauré à Busseron à l'égal de la piscine du stade, soit 90 € pour 10 cours. Et pareil, quand vous prendrez votre abonnement pour aller faire de l'aquagym, vous pourrez aller aussi bien à la piscine du stade qu'à la piscine de Busseron, en fonction des différents créneaux et des horaires, ce qui est quand même un confort. Ce qu'il faut avoir en tête sur les abonnements après plus longs, donc on a créé un abonnement 4 mois, il y avait déjà un abonnement 6 mois et un abonnement à 1 an qui existait, c'est pareil, c'est un abonnement pour 2 équipements.
C'est comme si vous preniez votre abonnement pour une salle de sport, mais là vous pouvez aller dans 2 salles de sport différentes avec des équipements différents, des pros, que vous puissiez avoir des pratiques différentes. Vous pouvez démarrer la natation et la nage sur un 25 mètres à la piscine du stade, et quelques mois après, une fois que vous serez un peu plus aguerri, vous pouvez aller faire du 50 mètres à la piscine de Busseron sans avoir à changer votre abonnement. Et je pense que cela est une vraie avancée sur cette politique tarifaire. Donc j'en ai fini pour la présentation. Je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez. Je vous remercie. Alors, merci pour cette présentation, Monsieur le Vice-président. Juste un aspect pratique. Christelle Favetta-Sayès nous a quitté la salle. Elle a donné un pouvoir à Daniel Rochex avant de partir. Voilà. Bon, écoutez, sur cette présentation, oui, je vais laisser la parole s'il y a des questions, des demandes d'intervention. Moi, à mon tour aussi, remercier le travail qui a été fait, le travail préalable qui est assez conséquent avec les services en commission. Je sais que le vice-président a organisé tout ça. L'avis de la CCSPL, qui a été un avis favorable à l'unanimité. Et c'était le vice-président Jean-Benoît Serino qui a présidé cette commission et il m'en a fait part hier. Voilà, donc l'objectif, ça a bien été présenté, convergence des tarifs, la cohérence, des tarifs incitatifs, on a besoin pour ces équipements-là, répondre aux exigences de la CDC, des tarifs famille, etc., gratuité au collège. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Oui, Arthur Bonneveux, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je vous précise que j'ai fait un PowerPoint que j'ai imprimé, donc je vais en passer pour qu'il soit distribué aux différents... Que je fais quoi? À distribuer, oui. D'accord, je n'ai pas compris. Oui, alors c'est... Voilà, juste je rappelle le règlement intérieur. Normalement, les documents doivent arriver avant la séance, préalablement à la séance. Je vais l'accepter exceptionnellement, mais c'est bien que je le rappelle, quand il y a des interventions comme ça, qu'il y a des documents à faire passer. C'est ce que dit le règlement, on parle d'amendements, je ne sais pas si c'est le cas, je ne sais pas la teneur de votre document, mais c'est des amendements, il faut les prévoir en avance, on les reçoit et effectivement on peut les faire passer. Voilà, une manière à respecter ce règlement intérieur. Bon, mais je sais que vous avez fait un travail sur ça, vous en avez fait part au vice-président, donc j'étais aussi averti, mais essayons pour les fois prochaines de respecter cette règle. Entendu. Et la prise de parole doit être raisonnable en termes de temps accordé. Je vais essayer de faire le plus court possible, mais je vous avoue que sur un sujet aussi important que les tarifs de piscine, je me suis senti dans l'obligation de rédiger déjà mon intervention pour que les services puissent ensuite l'avoir et que ce soit plus facile pour la prise de notes, mais aussi que je sois un peu plus clair dans mes explications. Faut que je parle plus proche du micro comme ça? Oui, ça résonne pas mal. Très bien. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, cher Alexandre, chers collègues, vous l'aurez remarqué par mes nombreuses interventions en conseil communautaire, la volonté politique qui m'anime et celle pour laquelle j'ai été élu, c'est celle d'un accès plus facile aux services publics pour nos concitoyens, une réduction des inégalités et puis la prise en compte de l'impératif écologique. Mon intervention aujourd'hui, elle sera plus longue que d'habitude, car pour pouvoir faire de ce conseil communautaire une instance de débat et prendre nos décisions en connaissance de cause, il faut, à mon sens, avoir tous les éléments utiles. Et la délibération qui nous est présentée aujourd'hui, c'est la énième délibération qui entérine depuis des années en fait une progression à la hausse des tarifs des piscines de l'agglomération, hausse qui souvent est supérieure à l'inflation. Elle s'inscrit, comme l'a rappelé le vice-président Alexandre Gennaro, dans un objectif de faire payer davantage à l'usager plutôt que de continuer à faire financer le déficit de nos piscines par le budget général. C'est le sens d'ailleurs du taux de couverture qui est poussé à 55% dans ces objectifs. Je rappelle qu'il y a un an, à Bassin, une trentaine d'élus s'étaient déjà exprimés sur cette question de la tarification des piscines en exprimant un désaccord. Donc ce sujet, il n'est pas nouveau.
Si des propositions et des avancées sont proposées suite aux différentes remarques et aux échanges en commission, comme l'abonnement sur 4 mois, la possibilité d'avoir son abonnement valable dans les 2 piscines ou ses tickets valables dans les 2 piscines, et même la création d'un pass famille qui baisse légèrement le tarif pour les familles au stade, il ressort à mes yeux que de très nombreux tarifs ne sont pas adaptés et sont encore bien trop élevés. Et plutôt que de dénoncer des tarifs comme ça en disant qu'ils sont plus chers, ils sont trop chers, j'ai fait ce travail assez minutieux d'aller éplucher les sites internet de dizaines d'agglomérations pour trouver le tarif en fait, des piscines, de manière à ce qu'on puisse avoir des comparaisons qui sont justes. Donc l'étude comparative, elle est basée sur une quinzaine de piscines en France, quelle que soit la couleur politique de l'agglomération ou la situation géographique. Le seul critère que j'ai pris en compte, c'est que ce soit une agglomération qui est entre 120 et 160 000 habitants et qui est dans une communauté d'agglomération. Et à ces dernières, j'ai rajouté les prix des tarifs des communes, des grandes villes de la région qui sont assez proches de Chambéry, et puis les 5 communes de Savoie qui sont ouvertes toute l'année, donc Albertville, Aix-les-Bains, Saint-Jean-de-Maurienne et puis Bourg-Saint-Maurice. Avant que je présente les conclusions, du coup, vous avez le diaporama sous le nez. Je vous précise que ce travail d'analyse, il porte sur une délibération qui concerne la délégation grands équipements, mais que mon intervention ne doit en aucun cas être considérée comme une attaque, une opposition au vice-président Alexandre Génaro, mais bien une critique de la politique tarifaire de nos piscines. Et je réaliserai d'ailleurs dans les prochains mois le même travail sur la tarification des transports. Et il s'avère que Alain Caraco est membre plutôt à gauche et écologiste, donc plutôt du camp pour lequel on a voté aux dernières élections. Si la CCSPL et la Commission Grands Équipements n'ont pas émis de critiques, c'est aussi parce que je considère que ces éléments de comparaison que vous avez aujourd'hui sous le nez n'ont pas forcément été mis à la connaissance de leurs membres, et que, je veux bien rassurer tout le monde, mes propos ne sont pas là pour remettre en cause les échanges ou les décisions qui ont été prises en CCSPL ou en Commission Grands Équipements. Je veux juste qu'on apporte un éclairage supplémentaire à ces questions. Sur la piscine de Buisson-Rond, vous le voyez en page 3, les tarifs de Buisson-Rond, ils augmentent sensiblement depuis 2017 et on voit une augmentation là qui est prévue pour 2022, qui est prévue sur tous les tarifs, y compris celles qui concernent les familles. Le plein tarif, il prend 50 centimes, le tarif du carnet de 10, il prend 49 centimes par place. Et à noter aussi que les maisons de l'enfance et les centres de loisirs ont vu leurs tarifs tripler en 15 ans. Il faudra voir sur la durée si ça a eu un impact justement sur les activités des centres de loisirs, l'été notamment, et pendant les vacances scolaires. À la piscine du stade, dans la page suivante, on voit que les tarifs des entrées avaient connu une hausse très importante à la réouverture de la piscine après les travaux. Et par contre, les propositions qui sont faites dans cette délibération sont positives parce qu'elles baissent légèrement les tarifs et je crois qu'on peut le saluer. Pour autant, les tarifs actuels, vous le voyez, ils sont bien supérieurs à ceux qui étaient pratiqués avant la restructuration de la piscine du stade. Et on est quand même passé d'une piscine qui était populaire et accessible l'été à des centaines de familles à une piscine un peu moins populaire et accessible aux chambériens moyens, sans pour autant qu'elle rivalise avec les piscines à vagues, avec les piscines avec plein de toboggans qu'on peut voir justement dans d'autres collectivités et qui ont pour autant des tarifs qui sont inférieurs à ceux qu'on propose à la piscine du stade. Dans le graphique suivant sur le prix des entrées plein tarif, vous observez en rouge Chambéry pour le prix des entrées à l'unité. Et si Narbonne, avec son méga complexe nautique intercommunal, dépasse les autres agglomérations, les tarifs unitaires à Grand Chambéry sont chers car ils sont au-dessus de la moyenne, même si on doit le reconnaître, ce ne sont pas les plus élevés. Vous observerez dans les graphiques suivants que nous avons des tarifs qui sont plus élevés que la majorité des agglomérations de la même strate, mais aussi des grandes villes de la région. Il n'y a que Bourg-en-Bresse et Annemasse qui ont des tarifs supérieurs. Et en Savoie, Aix-les-Bains, avec sa piscine extérieure qui est chauffée toute l'année, et Bourg-Saint-Maurice ont aussi des tarifs qui sont supérieurs à Chambéry. Pour le prix des entrées groupées, donc les entrées groupées, c'est les carnets de 10 ou les carnets de 20, ça dépend des intercommunalités. Nos tarifs sont quasiment supérieurs à la totalité des autres piscines, à l'exception de Narbonne, qui a un centre aquatique dernier cri, de Pau, qui a une piscine chauffée extérieure toute l'année, et de Chartres, qui, elle, a un énorme complexe nautique qui est mis en DSP. Sur la région, Valence et Annemasse ont des tarifs qui sont plus élevés, environ de 50 centimes par place. Et concernant les conditions de réduction des titres unitaires, on observe, page 9, que Grand Chambéry propose les mêmes réductions que la plupart des communes,
ce qui est plutôt positif. À quelques exceptions près, les plus de 75 ans ne sont pas réduits, alors que ce sont les seuls qui le sont pour les abonnements. Ce qui pose des questions. Et puis les familles nombreuses, dans la nouvelle délibération, ne rentrent plus dans ceux qui étaient tarifs réduits. Avant, on avait un tarif à 3 €, désormais, c'est intégré dans le tarif à 15 € qui est proposé aujourd'hui. La nouvelle proposition tarifaire de Buisson-Rond, elle entérine ce choix de ne pas reconduire le tarif réduit pour les familles, mais du coup de les englober dans le tarif unique, qui, vous allez le voir dans la diapo suivante, n'est pas si avantageux pour les familles, parce qu'avant les travaux de nos piscines, les moins de 4 ans avaient la gratuité. Depuis la réouverture de la piscine du stade, on a fait en sorte qu'à la piscine du stade, la gratuité s'arrête à 3 ans, et on la maintenait à la piscine de Buisson à 4 ans. Dans la délibération qui nous est proposée, on passe la gratuité de 4 ans à 3 ans. Qu'est-ce qui justifie ce choix ? Sachant qu'une majorité des agglomérations de la même strate, elles proposent la gratuité majoritairement vers 4 ans, 5 ans, voire même 6 ans pour certaines. À noter quand même que dans la région, la coutume est plutôt de pratiquer la gratuité pour les moins de 3 ans dans les communes qui sont autour de Chambéry. Quand on passe page 11 sur l'évolution des tarifs famille, la délibération nous propose un tarif qui serait attractif pour les familles à 15 €. Alors c'est vrai, à Buisson-Rond, on a une baisse du tarif pour une famille de 2 adultes, 2 enfants, parce qu'on passe de 16 € à 15 €. Par contre, quand vous êtes un usager je parlais du stade, quand vous êtes un usager de Buisson-Rond, avant la fermeture, on était à 4 x 3, ça veut dire 12 €. Désormais, on va être à 15 € pour la même famille. 15 € quand on passe de 12 à 15, ça fait une augmentation, si je ne me trompe pas, de 25%. Donc, c'est assez sensible. Je passe maintenant sur les abonnements qui sont page 12. Je vais m'arrêter uniquement sur les abonnements annuels parce que quand on fait cette étude comparative, on se rend compte qu'il y a des agglomérations qui ne proposent pas d'abonnement annuel, il y a des agglomérations qui proposent des abonnements semestriels, mensuels, trimestriels, et il n'y a que l'abonnement annuel qui permet d'avoir une comparaison raisonnée et raisonnable. Je ne suis pas en mesure du coup de vous faire cette comparaison étayée sur les abonnements trimestriels qui sont proposés. On observe néanmoins que les tarifs qui nous sont présentés dans cette délibération, ils sont de 120 €, et 120 €, c'est un peu moins cher, ou des fois même plus cher que certains abonnements annuels de certaines agglomérations. Vous le voyez du coup dans le graphique qui est page 12, les tarifs d'abonnement de nos piscines sont extrêmement élevés. On est 130 € plus cher que les tarifs moyens qui sont observés. On est 30 € plus cher que les tarifs d'Aix-les-Bains, alors là même que les tarifs d'Aix-les-Bains sont les plus chers de toutes les piscines que j'ai pu analyser et comparer. Et donc, on a déjà les tarifs qui sont les plus chers et on propose encore de les augmenter. Et cette augmentation, elle est sensible. On est effectivement à 10 € d'augmentation sur la piscine du stade, mais on est à 55 € d'augmentation pour l'abonnement à Buisson-Rond. C'est 20% d'augmentation. C'est extrêmement élevé. Et moi, je ne comprends pas le modèle économique qui est proposé, parce que si effectivement, on le sait, que ce soit dans les transports, dans les piscines, on fait plus de bénéfices à l'unité sur un achat unique, ou du moins on fait pas trop de déficit, les abonnements, ils offrent quand même une garantie de ressources financières qui sont élevées, parce que, vous le voyez, ceux qui proposent des tarifications pour les clubs de sport et compagnie, souvent ils proposent des abonnements à l'année, parce qu'on sait très bien que la fréquentation des équipements, au début, quand on prend son abonnement, elle est élevée par l'usager, et puis au fur et à mesure de l'année, votre fréquentation, elle baisse dans cet équipement, mais pour autant, vous continuez toujours à payer, et donc ça permet à la structure de pouvoir avoir une participation financière importante. Et puis, il y a un élément qui est aussi à prendre en compte, c'est que plus vous avez de gens qui sont abonnés, moins vous avez de manipulation au guichet. Du coup, ce personnel peut être redispatché sur soit d'autres équipements de l'agglomération, soit sur d'autres tâches dans l'agglomération, dans la piscine. Et donc, vous le voyez, dans les graphiques qui sont présentés, c'est assez parlant. Dans tous les domaines, que ce soit tarif ou tarif réduit, nos abonnements sont plus chers que toutes les piscines qui ont pu être analysées. Je vais passer aux réductions des abonnements. On est diapo 15. À Grand Chambéry, on ne fait une réduction pour les abonnements qu'à partir de plus de 65 ans. C'est-à-dire que les étudiants, les demandeurs d'emploi, les personnes handicapées ne figurent pas aux conditions de réduction de ces abonnements. Et du coup, moi, je pose cette question de la pertinence de ces critères de choix pour réduire le prix des abonnements.
Dans le graphique 16, on voit qu'à Grand-Chambéry, pour qu'un usager préfère prendre un abonnement plutôt que d'acheter des carnets de 10, il faut qu'il vienne 75 fois à la piscine pour qu'il commence à amortir son abonnement et qu'il préfère prendre un abonnement plutôt que d'acheter des carnets de 10. Alors, on le voit, le chiffre tourne plutôt autour d'une cinquantaine, donc ça veut dire à peu près une fois par semaine, dans les autres communes, les autres piscines qui ont pu être analysées. Je suis bientôt à la fin. Si nos piscines peinent à être remplies aujourd'hui, ce n'est pas forcément en les faisant payer davantage que les usagers reviendront, mais c'est plutôt en baissant les tarifs. Et baisser les tarifs, on le sait, c'est augmenter le nombre potentiel de ces usagers et c'est pouvoir peut-être un jour reparler de la construction d'une 3e piscine dans le nord de l'agglomération qui est promise depuis longtemps. Il faut donc à mes yeux baisser drastiquement les prix des abonnements pour augmenter leur achat grâce à un appel d'air et permettre ainsi à davantage de public d'accéder à nos piscines. On le sait, la pratique de la natation, elle est encouragée par tous les médecins parce qu'elle est bénéfique au corps, elle permet à tout le monde de savoir nager et donc d'éviter les noyades. Elle permet de pratiquer une activité physique et aussi de permettre d'assumer son corps. Et on sait que ça aussi, c'est important chez une grande partie de la population. Il est donc indispensable de lancer un grand plan piscine pour permettre aux habitants de l'agglo de pouvoir bénéficier d'un accès à une piscine près de chez eux, sans qu'elle soit un gouffre financier pour les familles. Et puis, il faut aussi qu'on mentionne le fait que les habitants qui sont les plus éloignés de la piscine, ils ont une double peine. C'est-à-dire que non seulement il faut qu'ils fassent des kilomètres importants quand on descend des Bauges, quand on descend du plateau de la Lesse, pour accéder à Buisson-Rond ou à la piscine du stade, mais en plus, ils doivent subir des tarifs qui sont élevés. Et quand vous regardez aux alentours, finalement, ils ont plutôt intérêt à se retourner vers Annecy que de descendre sur Aix-les-Bains ou que d'aller à Chambéry pour pouvoir nager. Certains diront peut-être que je n'ai pas parlé des services qui sont rendus aux usagers de la piscine. Il est vrai que les aménagements qui ont été faits permettent une amélioration du confort, à la fois dans les vestiaires, à la fois dans les douches. Mais par contre, en termes de bassin, la piscine du stade elle a réduit son nombre de lignes d'eau en extérieur. Et puis le grand plongeoir dont on sait que tous les jeunes qui venaient à la piscine du stade sautaient et passaient des heures à monter et à redescendre, il a disparu. Maintenant, on a un toboggan qui, par contre, est bien utilisé. Donc, une de mes questions, c'est les améliorations sur le confort des locaux sont à prendre en considération, mais est-ce que les usagers doivent payer le dérapage financier du chantier qui est quand même passé de 12 millions à près de 21 millions? Et à la piscine de Buisson-Rond, le confort des locaux va être considérablement amélioré, c'est certain, mais aucun bassin supplémentaire n'a été construit. Concernant les horaires d'ouverture du public, hors club, si la piscine de Buisson-Rond était ouverte sur de larges amplitudes dans les années 2015, on était dans le premier quart des piscines que j'ai enquêtées, près de 60 heures. Celle du stade n'offre pour l'heure que 44 heures d'ouverture hebdomadaire, avec des horaires qui sont surprenants. Vous avez par exemple le week-end où le samedi ça ferme à 16h30 alors que le dimanche ça ferme à 18h. Donc, fort de ces interrogations et de ces comparaisons, j'ai plusieurs questions. La première, et Alexandre a déjà commencé à y répondre, c'est quels horaires d'ouverture sont prévus pour la piscine de Buisson-Rond et est-ce que ça va y avoir une incidence sur les horaires de celle du stade? Les maîtres nageurs sauveteurs auront-ils accès à la gratuité des bassins en dehors de leur temps de travail? Parce que dans les conditions de gratuité, je ne l'ai pas noté. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette convention entre le département et l'agglomération qui fait que les collèges ne payent pas la piscine, par contre les communes et puis les écoles primaires et les lycées, eux, doivent continuer à payer? Et peut-on envisager l'ouverture de la piscine du stade sur des horaires élargis le samedi? Vous l'aurez donc compris, la délibération qui nous est présentée n'est à mes yeux pas votable en l'état, et comme de nombreux élus, je suis favorable à faire amender cette délibération, ou à défaut de prendre le temps de la retravailler en reportant son vote. Je ne doute pas que ces questions et mon intervention ouvriront un large débat au sein du Conseil communautaire et je vous remercie de votre écoute attentive. Bien, merci pour cette longue intervention, plus longue que celle du vice-président sur la présentation et aussi du travail réalisé. J'en suis conscient. Ce que je regrette, c'est que ce travail aurait dû être présenté, vous auriez dû le présenter en commission pour amender, pour apporter des éléments et qu'il puisse y avoir ce travail préalable en commission. Est-ce qu'il y a une réponse de la part du vice-président de Michel? Alors c'est Michel Dien d'abord ou du vice-président? Après, d'accord. Alors c'est pas une réponse, c'est une intervention. Bonsoir.
Tout d'abord, je veux féliciter Arthur du travail qu'il a fait, parce que je pense qu'il a dû y passer un moment, et c'est assez remarquable. La problématique, à mon sens, elle n'est pas là. La problématique, c'est quand on gère du déficit public, on gère de la fiscalité derrière, indirecte, et c'est forcément la fiscalité qui prend une pêche. Donc, l'idée de courir après des équilibres, de diminuer, d'augmenter le taux de couverture, je pense que c'est une bonne formule, c'est une bonne vision des choses. À mon sens, on va le penser, c'est une bonne vision des choses. Parce que les investissements qui sont installés ne peuvent pas aujourd'hui couvrir une troisième piscine, par exemple. La collectivité n'a pas les moyens de faire ça. Donc si en plus on l'ampute d'un équilibre qui est relativement précaire, ça ne fonctionne plus. Tout l'argumentaire de mon collègue Arthur, il est basé sur de l'aide sociale, à quelque chose près. Or ça, ben si. Or ça, c'est de la compétence des communes. C'est aux communes de participer à l'aide sociale, à l'accès aux services publics. Moi, je le pratique comme beaucoup de mes collègues dans d'autres domaines, sur l'aide aux devoirs, les choses comme ça, les accès à la piscine pour l'école, choses comme ça. Je pense que c'est de notre ressort, du ressort de la collectivité de Grand-Chambéry sur la gestion des équipements publics, c'est de trouver le meilleur équilibre. Et je pense que cette tarification qui est envisagée y participe. Le meilleur équilibre pour retrouver des ressources et puis éventuellement pour installer d'autres équipements. Parce qu'on peut bien imaginer qu'on fait encore des déficits sur la piscine, sur la patinoire, sur le stade de foot, sur tous ces équipements publics. Lorsqu'on cumule tous ces déficits, comment on fait pour les combler? C'est exclusivement la fiscalité de chacun. Voilà la précision que je voulais avoir. Ça n'enlève rien au travail. Merci. Alors dans l'ordre, j'ai vu Martin Noblecourt. Excusez-moi, il avait levé la main avant vous. Et puis après, je vous laisse. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi, je rejoins le vice-président Dien sur le fait que la vraie question, c'est celle du modèle économique, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ses conclusions, par contre. Donc moi j'ai aussi pris le temps, effectivement je m'excuse auprès du vice-président général parce que je ne suis pas dans la commission grande infrastructure ni dans la CCSPL, donc j'arrive aussi un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais en fait j'ai vu très récemment, il y a une étude de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale qui est sortie sur cette question précisément des piscines, c'était au mois d'octobre, là c'était il y a quelques jours, et qui justement donnait quelques chiffres que je trouve assez éclairants pour notre débat. Donc le premier en fait c'était sur la question du coût de fonctionnement, j'ai essayé de refaire un petit peu les mêmes modèles de chiffres qu'est-ce qu'ils calculaient, j'espère que mes chiffres seront bons, puisque leurs calculs sont au mètre carré. La moyenne nationale elle est à 1073 € au mètre carré de coût de fonctionnement, en comptant, donc moi je me suis basé sur 3000 m² de bassin, je ne sais pas si c'est la valeur exacte, mais il me semble que c'est ça sur les deux piscines. On arrive à 1200 € du mètre carré, et en fait plus si on compte que l'ouverture estivale est partielle, vu qu'il y a une partie des bassins qui sont fermés. Donc c'est-à-dire qu'on est déjà dans une moyenne assez haute en fonctionnement, encore plus haute l'été, ce qui m'a beaucoup surpris pour deux équipements totalement neufs, en fait, qui normalement en termes de fluide et compagnie devraient être économes. Donc est-ce qu'il n'y a pas déjà des petites pistes là-dessus sur le coût de fonctionnement ? Le deuxième chiffre qui était très intéressant, c'était le niveau moyen de recettes en fait, par mètre carré sur une piscine. Donc le niveau moyen au niveau national, il est de 235 € du mètre carré par an. Et le calcul qui est fait de tarifs projetés à Grand-Chambéry est de 580 € du mètre carré. Ça veut dire qu'on vise plus du double de la moyenne nationale de recettes pour notre piscine. Donc ça veut dire que soit on est extrêmement performant à remplir la piscine à fond avec plein de gens qui s'abonnent, soit ça veut dire que nos tarifs, effectivement, comme l'ont présenté le maire de Barbera, sont relativement élevés. Et le dernier chiffre qui était très intéressant, c'est le fameux taux de couverture, qui est le nerf de la guerre, en fait, finalement. Et la moyenne du taux de couverture au niveau national, elle est de 22%. Donc à Chambéry, actuellement, on est à 38%, 48% projetés sur les chiffres et 55% visés. Alors je suis d'accord que cette question du taux de couverture, elle est clé. Peut-être que 38, c'est bas. Bon, par rapport à 22, c'est déjà beaucoup, mais peut-être qu'on peut considérer encore ça bas. Mais d'où vient ce 55% visé? Pourquoi plus 55 que 50, que 45, que 40? Voilà. Et en fait, moi, mon opinion, c'est que la piscine, c'est un service public, donc c'est normal que le budget général l'abonde, c'est là que je ne suis pas d'accord avec le vice-président Dien.
La compétence des grands équipements, elle est à Grand Chambéry aujourd'hui, donc c'est Grand Chambéry qui doit, à travers sa politique tarifaire, avoir une politique qui est attractive. Et moi, en l'état, pour moi, cette délibération n'est pas non plus votable, tout simplement parce qu'en fait, c'est peut-être le sujet sur lequel je suis le plus sollicité aujourd'hui, notamment de beaucoup de gens jeunes qui arrivent à Chambéry, qui me disent « la piscine, les tarifs ne sont pas attractifs, c'est pas, enfin, là d'où je venais avant, ça n'était pas comme ça ». Et donc je pense que là, on loupe une occasion en fait, d'équilibrer le modèle économique de la piscine en plaçant la barre trop haut sur des tarifs trop élevés qui vont entraîner soit une stagnation, soit une baisse de la fréquentation, en tout cas pas une augmentation à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Donc en fait, on se tire dans les pieds, à mon avis. Voilà, c'était ma contribution, merci. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou des éléments de réponse? Oh, pardon, excusez-moi. Toutes mes excuses. C'était plus une question dont je pense que la réponse était plus ou moins dans ce qu'a expliqué Martin Noblecourt, mais c'est juste pour vérifier. Si on vise une augmentation de la couverture, on a deux façons de le faire. C'est soit en augmentant les tarifs, soit en augmentant le nombre de personnes qui vont pouvoir venir à la piscine. Et du coup, voilà, je serais assez d'accord pour explorer cette piste-là, pour les mêmes raisons qui ont été exposées. Merci de me confirmer. Oui, Alain Caraco, avant, et puis on va prendre... Juste une précision sur, on va dire, la notion de tarification solidaire. Pour les transports en commun, par exemple, c'est bien l'agglo qui prend en charge et pas les communes, depuis longtemps. Allez, une réponse. Des réponses. Parce qu'il y a eu des questions. Oui, alors... merci pour vos questions, ça veut dire que le sujet vous intéresse. J'espère vous voir nombreux à la piscine, malgré les tarifs, pour certains, ou grâce aux tarifs pour d'autres. Tout d'abord, oui, moi je salue le travail d'Arthur, travail qui est plus l'objet de travail d'un auditeur que d'un élu, mais je salue ton travail. Je regrette néanmoins quand même le fait que aucun élu de la commune de Barbera n'ait pris le temps de participer à la commission des grands équipements, qu'aucun élu de Barbera ne se soit excusé, en tout cas dans ta majorité, de son absence à la commission des grands équipements, parce qu'effectivement, une partie ou tout le travail que tu as pu faire aurait pu nourrir les débats lors de la commission. Alors, ça aurait pu faire réfléchir, infléchir, ou modifier ou pas les propositions. Je trouve que c'est regrettable de le faire le jour du conseil communautaire ou à 24 ou 48 heures. Maintenant, comparer des tarifs pour comparer des tarifs, sans comparer les équipements, sans comparer les frais de structure, sans comparer l'accompagnement. Je salue tous les services et les agents qui œuvrent dans cet équipement. Je vous rappelle juste que les coûts de structure, vous les connaissez tous dans vos collectivités, on peut aussi les baisser en réduisant le personnel, en faisant des coupes drastiques dans l'encadrement, sauf que Grand Chambéry souhaite mettre les moyens. Et aujourd'hui, c'est 17 recrutements qui sont en cours pour pouvoir ouvrir la piscine de Busseron, pour pouvoir avoir un taux d'encadrement qui soit digne de son nom et sécuritaire. Je tiens à préciser sur le taux de couverture, un petit éclaircissement, je pense qu'il y a une incompréhension. Ces tarifs, dans la projection, ne nous permettent pas d'atteindre 55% de taux de couverture. Aujourd'hui, si on fait une projection des entrées qu'on a prévues par le nombre avec ces tarifs, c'est 43% de taux de couverture. Donc, on mise bien sur le volume pour atteindre le taux de couverture de 50, voire 55% qui nous a été demandé par la Cour des comptes. Ça, c'est la première des choses. Donc, on ne souhaite pas, et je l'ai dit tout à l'heure, augmenter des tarifs pour atteindre le taux de couverture. On souhaite avoir une politique tarifaire attractive avec les contraintes financières, de structure, de personnel, d'encadrement pour pouvoir fonctionner. Je rappelle que
287 000 entrées à Buisseron, ce n'est pas 287 000 entrées à plein tarif, ni au tarif réduit, ni au tarif scolaire. Il y a aussi des gratuités. On accompagne énormément d'associations qui utilisent l'équipement gratuitement pour certaines. Voilà, ça fait partie aussi de l'accompagnement et du service public, de pouvoir promouvoir le sport. Donc c'est aussi un coût pour la collectivité. Et aujourd'hui, les comparaisons qui ont été faites sont très intéressantes, hein, c'est super. Maintenant, sur les étudiants à Chambéry, je ne suis pas d'accord. Un étudiant à Chambéry peut venir à la piscine, s'il prend un abonnement de 10 pour 3,33 €. Je ne suis pas chambérien, je suis ravoirien, je connais un petit peu ce qui se propose à Chambéry. Qu'est-ce qu'un étudiant peut faire à 3,30 € à Chambéry? Rien. Là, il peut aller à la piscine. Donc dire que la piscine n'est pas accessible aux étudiants, c'est faux. Pour les horaires, justement, il y a une proposition qui a été faite à la dernière commission, pas celle-ci, l'avant-dernière, avec une proposition d'ouverture, d'harmonisation des horaires. Après, il ne faut pas, quand on est élu, faire de notre cas personnel un cas générique. Aujourd'hui, si la piscine elle ferme à 16h30 le samedi, c'est parce qu'il y a des raisons. D'une, parce que c'est le moment où il y a le moins d'utilisateurs. De deux, c'est parce qu'on a des clubs qui ont des compétitions, qui veulent venir à la piscine, et c'est le cas. Le samedi, à partir de 16h30, à la piscine du stade, il y a des associations. Il faut savoir ce qu'on veut. Soit on ouvre une piscine pour personne, soit on l'ouvre pour des enfants, des jeunes qui veulent faire du sport. C'est le choix qu'on a fait et on l'assume. Sur les collégiens et pourquoi la gratuité, aujourd'hui le département, et Aloïs Chassot qui est présent, qui aujourd'hui préside le CTS pour Chambéry pour en attester, ce qui est normal. Quand une collectivité met au pot, elle peut demander des contreparties, et là ce qui est demandé, elle a mis 400 000 € de subvention pour la rénovation de l'équipement. Il était normal qu'elle demande en contrepartie la gratuité pour les collégiens. Les collégiens, c'est à peu près 11 000 entrées. Donc 11 000 entrées à moins de 3 €, je pense qu'on pouvait faire la gratuité pendant des dizaines d'années. Sur la contribution, et ça par contre, effectivement, je peux rejoindre Michel Dien sur le fait de l'accompagnement et le rôle que les communes ont à avoir dans des prestations sociales qu'on veut mettre en plus. Je vais prendre un exemple, l'exemple de notre canton, à la Ravoie, où les tarifs du centre de loisirs sont décidés aussi vu jeunesse pour les communes de Barbera, de Saint-Baldoff, de Chasles-les-Eaux, et la commune de la Ravoie souhaite accompagner davantage et donc finance, en plus des tarifs qui sont décidés pour tout le canton, une contribution pour les familles. J'espère qu'à Barbera, ce sera la prochaine délibération du conseil municipal. C'est de ton ressort, Arthur, de faire en sorte que les Barberasiens payent moins cher la piscine. Je te remercie. Bien, il me semble qu'il y avait aussi une question sur la gratuité des maîtres nageurs, mais il me semble que ça, c'est illégal. Hein. La question, c'est si les maîtres nageurs vont à la piscine gratuitement? Oui, c'est ce que j'ai noté. Oui. Non, il y a justement une convention qui est faite avec les maîtres nageurs pour qu'ils puissent venir donner des cours à la piscine. Ça équivaut à une occupation du domaine public, et donc en fait ils vont verser une contribution. De tête, ça doit être 100 € ou 50 € par an, je crois. Mais en tout cas, il y a un tarif, on ne peut pas les faire aller gratuitement à la piscine. Ça s'est fait par le passé il y a quelques temps, mais aujourd'hui c'est régi par une délibération, une occupation du domaine public. Je crois que je n'ai pas dû oublier d'autres questions. Non, globalement, ça a été répondu. En tout cas, les questions que j'avais notées. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou questions? Oui, Arthur Bonneveux. Je vous promets, je serai plus bref que tout à l'heure.
Bon, je ne vais pas rebondir sur les attaques, mais un de mes élus était présent à la commission. Il a demandé les documents qui ont été présentés. On ne lui a pas donné. Donc c'est vrai que moi, quand je reçois les documents du conseil communautaire moins de 7 jours avant, c'est un petit peu compliqué de pouvoir faire un travail d'analyse complet si on n'a pas les données et si on ne sait pas les tenants et les aboutissants. Et je vous l'annonce, je vais m'inscrire à la commission de grands équipements pour pouvoir porter ces sujets-là, mais je vous rappelle que quand on est maire, on ne peut pas non plus siéger dans toutes les commissions de l'agglo, même si on a envie de donner son avis sur tous les sujets. Sur les Metnager Software, j'entends la remarque, mais comment se fait-il que les pompiers puissent, eux, par contre, avoir la gratuité? Ça fait partie de la délibération, mais que les Metnagers ne le fassent pas. Et puis alors, c'est pas parce que je vais à la piscine et que d'ailleurs je me fais bien avoir parce que j'ai pris un abonnement. Donc vous voyez, je vais pas demander un remboursement non plus, mais si j'avais fait le calcul avant, j'aurais fait des choix différents. Mais c'est pas parce que le samedi après-midi je me suis retrouvé bête devant qu'il n'y a que moi qui suis dans ce cas-là. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont arrivées au même moment que moi à 16h30 un samedi en disant merde, la piscine est fermée. Et comment ça se fait qu'elle est ouverte le dimanche, quoi. Donc j'entends tout à fait les remarques sur la baisse de fréquentation. Moi j'alerte quand même. On ne doit pas rencontrer les mêmes personnes parce que le nombre de personnes qui arrivent dans l'agglomération et qui nous disent que les tarifs de piscine sont plus chers que là où ils étaient avant, enfin, vous en avez tous autour de vous et on a aussi tous autour de nous des personnes qui habitent dans l'agglomération de Chambéry, qui sont notamment dans le nord de l'agglomération, mais pas que, qui vont à Aix-les-Bains à la piscine parce que la piscine est moins chère à Aix-les-Bains. Et ça, on ne peut pas le nier, c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on ait un tarif incitatif sur ces questions-là. Les tarifs d'abonnement, on est 30 € de plus qu'Aix-les-Bains. Enfin, je n'ai plus le chiffre sous le nez, mais on est quand même supérieur à Aix-les-Bains. Sauf pour les entrées unitaires où on est moins cher qu'eux. J'avais posé une question sur qu'est-ce qui fait qu'on passe de 4 ans à 3 ans en termes de gratuité. Allez, une réponse. En fait, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, uniformisé les tarifs et dans la délibération que nous avons eu à prendre il y a un an, on a voté une gratuité jusqu'à 3 ans. Donc on a uniformisé à 3 ans. Voilà. Ça n'a pas posé, en tout cas à ce moment-là, ça n'a pas fait lieu d'un débat. Et puis depuis un an que les tarifs sont en vigueur, on n'a pas eu de retour négatif sur ce sujet. Voilà, vous ne l'aviez pas vu la dernière fois, mais c'était déjà le cas. Les tarifs étaient déjà à 3 ans. D'autres questions, d'autres interventions? Non, merci pour toutes ces interventions et ce débat. Eh bien, écoutez, moi je vais le mettre au vote en l'état. Donc je vous demande de délibérer. Est-ce qu'il y a des oppositions? Alors, on compte. Qui c'est qui compte? Qu'on soit plusieurs à compter. 16 oppositions. C'est bon, c'est ça. Des abstentions? 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 abstentions. D'accord. Donc, par rapport au nombre de votants? Non-participation du maire de Vérel, oui. On va le noter. Donc, par rapport au nombre que l'on est. Florian, on est bon? Oui, c'est adopté? Oui, c'est adopté. Très bien. Merci. On passe au rapport 14 qui concerne le tourisme avec l'attribution de fonds de concours au titre des sites naturels touristiques. Et c'est le vice-président Serge Tichkevich qui va nous faire cette présentation, rapport 14.
Chers collègues. Peut-être remonter le micro, Serge, non? La technique peut... Ouais. Parce que ça me fait mal au dos de devoir courber comme ça. Très bien. Merci. Bien, on va regarder effectivement un projet de délibération pour l'attribution du fonds de concours des sites naturels touristiques. Alors je vous rappelle simplement le contexte. Lors du conseil du 13 juillet 2021, on vous avait demandé de donner votre accord sur 2 délibérations. Une première délibération qui consistait à approuver en fait le schéma directeur des sites naturels touristiques, et une deuxième délibération dans la foulée qui considérait, qui était comme objet de mettre en place le fonds de concours pour les sites naturels touristiques. Alors je vous rappelle simplement que ces sites naturels touristiques, c'est des sites qui sont considérés actuellement comme des sites bien souvent en surpopulation. Et on a eu effectivement ce lancement qui a été lancé après le premier confinement. Et les objectifs de ce projet étaient doubles. Dans un premier temps, d'accompagner les communes pour la réalisation des études et de l'aménagement en fait, de sites qui étaient définis et retenus dans le cadre du schéma directeur. Et à partir de ces études, de donner une aide financière aux communes pour pouvoir réaliser les aménagements effectivement sur ces sites touristiques. Il avait été défini le 13 juillet, donc de lancer effectivement une étude sur 2 années avec un budget de 80 kg € par année, sachant que le but était sur les 160 kg € de fonds de concours de pouvoir financer à 50%, donc d'avoir 320 kg € d'équipement pour ces communes. On a fait donc un appel aux différentes communes pour voir qui était intéressé par ce fonds de concours. On a reçu au départ 14 demandes en fait, de sites qui ont été identifiés dans le cadre du schéma directeur. Des études ont été faites effectivement sur ces sites avec des propositions d'aménagement possibles. Et on a eu l'appel à manifestation d'intérêt qui nous a en fait ramené 7 demandes de propositions globales. Vous voyez les demandes, le lac de la Tuile, les îles du Chéran, la cascade du Picieux, Sainte-Reine-Routerne, Saint-François-de-Sales, Arit, le lac Marié et les cascades de Jacob-Belcombette. Suite à ces études, on a instruit donc les 7 dossiers qui étaient des dossiers donc, globalement d'aménagement des aires, en fait, d'arrivée des touristes sur les lieux particuliers, que ce soit le lac de la Tuile autour du lac avec l'encombrement qu'il y avait, que ce soit sur la Motte-en-Bauge ou Routerne, un certain nombre d'équipements donc, permettant de mieux accueillir le public en cas d'affluence. Le résultat de ces dossiers et de l'étude qui a été faite ensuite par un comité était sur les 7 dossiers, dans un premier temps d'en retenir 7 qu'on va vous proposer ce soir. Un premier dossier qui était sur Sainte-Reine. Vous voyez que le financement global était en gros de 49 000 €, mais qu'il y avait déjà une subvention de 23 000 €. Donc il restait à financer 26 000 €, donc la moitié pour la commune et la moitié pour le fonds de concours. Nous avons sur Arit effectivement un projet qui arrive à 27 000 € avec aussi un cofinancement de 8 154 €. Sur l'Écheren, sur les îles du Chéran, l'aménagement des îles avec un projet qui, dans un premier temps, est relativement léger, parce que vous allez voir, c'est ce qu'on a mis effectivement sur la dernière ligne. En fait, il y avait avec l'Écheren, avec la Motte et le Châtelard, des projets qui concernaient tous les 3 les îles du Chéran. Et on a proposé à ces 3 communes de se réunir pour faire une première étude, je dirais, de besoins et pouvoir postuler sur un appel donc, lors de la 2e année. Nous avons également conservé donc, Jacob-Belcombette, qui est de l'aménagement effectivement de la signalétique qui est une passerelle à Jacob-Belcombette, et sur le lac de la Tuile, un certain nombre d'équipements donc, autour du lac pour là aussi fluidifier les arrivées. Restait un projet qui pour l'instant reste un peu en suspens, qui était le projet lié à Saint-François-de-Sales, puisque le projet consistait à avoir des toilettes sèches sur un espace qui actuellement est intégré au SMSB. Donc il y a une discussion actuellement entre le SMSB
et ce fonds de concours pour voir comment sera financé cet ensemble. Et on espère qu'on aura une bonne solution pour le deuxième tour. Alors actuellement, la suite du dossier, c'est qu'on vous propose ce soir d'approuver effectivement ces décisions donc pour pouvoir lancer effectivement ces travaux dans les différentes communes. Nous aurons effectivement un deuxième appel de manifestation d'intérêt pour les communes, donc le début 2022, pour pouvoir avoir un dossier déposé en fin février 2022, de pouvoir à la fin de l'hiver effectivement instruire les demandes et lancer au printemps des nouvelles attributions pour le fonds de concours. Alors vous remarquerez que sur les fonds actuellement, on a en fait une proposition qui consiste à utiliser 53 000 € sur les 80 000 qui étaient prévus. Donc ce qu'on espère aussi, c'est de pouvoir conserver les 27 000 € qui restent pour pouvoir les ajouter aux 80 000 € l'année prochaine et pouvoir effectivement avoir peut-être plus de demandes. Donc ce soir, ce que l'on souhaite, c'est que vous puissiez approuver ce fonds de concours, de donner l'autorisation au président de signer bien sûr tous les documents qui vont bien pour lancer les choses, et de permettre aux communes qui ont été lauréates de récupérer rapidement 30% de subventions pour démarrer les choses, sachant que le solde de la subvention sera lorsque les travaux seront finis. Et je vous encourage très fortement à penser dès maintenant au deuxième appel d'intérêt qui peut concerner d'autres communes, bien sûr, ou des gens qui n'ont peut-être pas répondu au premier, n'étant pas complètement convaincus de l'intérêt, mais qui pourraient aujourd'hui l'être. Merci. Merci, Monsieur le Vice-président. Merci d'avoir aussi été raisonnable sur le budget par rapport au budget alloué, bien noté la demande de report en reste à réaliser entre guillemets par rapport à ce qui n'a pas été consommé cette année. Est-ce qu'il y a des questions sur cette proposition, cette présentation, les interventions? Non, pas de questions, pas d'intervention. Écoutez, je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. Je vous remercie. C'est voté à l'unanimité. On passe au point suivant, le rapport numéro 15 qui concerne les ressources humaines avec l'adhésion à la convention de participation de protection sociale complémentaire du Centre de gestion de la Savoie sur le risque prévoyant. C'est la vice-présidente Brigitte Beauchaton qui va nous faire la présentation. On va peut-être rebaisser le micro. Non, ça va? Ça va aller? Très bien. Vous m'entendez? Grand Chambéry a adhéré à la convention de participation sur le risque de prévoyance avec le centre de gestion à compter du 1er janvier 2015. Cette convention arrivant à échéance au 31 décembre 2021, Grand Chambéry a mandaté le centre de gestion afin qu'il mène, pour son compte, une procédure de mise en concurrence en vue de conclure une convention de participation sur le risque de prévoyance, c'est-à-dire l'ensemble des risques liés à l'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques d'invalidité est lié au décès. Le centre de gestion a obtenu 345 mandats de la part des employeurs publics, ce qui représente à l'échelle départementale 15 000 agents susceptibles de bénéficier de ce contrat mutualisé. Cette démarche a permis de faire pleinement jouer la concurrence et d'obtenir ainsi des différents opérateurs des offres très intéressantes. Par délibération du 22 juin 2021, le conseil d'administration du centre de gestion a retenu l'offre présentée par le groupement constitué de CIACI Saint-Honoré mandataire et IPSEC assureur. Cette convention de participation entrera donc en vigueur pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2022. Jusqu'à présent, le montant de la participation de la collectivité au risque prévoyance était de 5 € bruts par mois. Au regard de l'augmentation des taux de cotisation et dans l'intérêt pour les agents, il est proposé de revaloriser le montant de cette participation à 10 € bruts par mois. Cela représenterait un coût maximum de 60 000 € pour la collectivité, dans l'hypothèse où, bien évidemment, tous les agents souscriraient un contrat de protection sociale complémentaire. À titre indicatif, un tiers des agents bénéficient actuellement de la participation de la collectivité. Les agents pourront choisir soit le socle de base, donc invalidité et incapacité de travail,
ou opter en plus pour des options supplémentaires au choix de l'agent qui vous sont décrits dans le rapport que vous avez. Au titre de son adhésion à cette convention de participation, la collectivité versera au centre de gestion un droit d'entrée de 1 000 €. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver l'adhésion à la convention de participation pour le risque de prévoyance proposée par le centre de gestion à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2027. D'accorder la participation financière de Grand Chambéry aux fonctionnaires et aux agents de droit public et de droit privé en activité pour financer la couverture du risque prévoyance. D'approuver la convention d'adhésion avec le centre de gestion de la Savoie et d'autoriser le président ou son représentant à la signer, de fixer pour le risque prévoyance le montant unitaire de participation à 10 € bruts par mois, d'autoriser le président ou son représentant à signer tous les documents utiles à l'adhésion à la convention de participation et à son exécution. Très bien, merci Madame la vice-présidente. Est-ce qu'il y a des questions sur cette participation? Donc vous l'avez compris, on double la participation de Grand Chambéry en passant de 5 € bruts par mois à 10 € bruts par mois. Le total, le coût, si tous les agents participent et adhèrent, ce serait 60 000 €. Pas de questions, je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. Et je vous remercie, c'est voté à l'unanimité. On passe à notre dernier point de l'ordre du jour qui concerne la politique de la ville. C'est le vice-président Franck Morat qui va nous faire cette présentation qui concerne l'adoption du rapport du contrat de ville pour l'année 2020. Merci Monsieur le Président, bonsoir à toutes et à tous. Vous avez tous reçu le rapport de la politique de la ville 2020. Je ne vais pas bien évidemment le détailler sauf à répondre à des questions si vous le souhaitez, mais je voudrais quand même vous rappeler qu'il s'agit d'un rapport qui est imposé à tous les établissements publics de coopération intercommunale et des communes qui sont signataires des contrats de ville, et que ce rapport il porte bien sur l'année 2020. Donc il faut se remettre dans le contexte de cette année-là, c'est-à-dire la crise sanitaire, bien sûr, la Covid, mais aussi des activités qui ont porté sur une grande partie sur le mandat précédent et une autre sur le mandat actuel. Ce document, qui est exhaustif, a été élaboré en partenariat étroit avec la ville de Chambéry et les services de l'État et présente différents volets. D'abord, les principales orientations du contrat de ville, l'évolution de la situation dans les quartiers prioritaires au regard des objectifs qui étaient définis dans le contrat, toutes les actions menées au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires, les financements et toutes les perspectives d'évolution avec le plan d'action renouvelé 2021-22. Souvenez-vous que nous avons voté le 13 juillet dernier. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'en dépit de la crise sanitaire, de nombreux projets, plus de la majorité des projets ont été maintenus et menés à bien, et cela c'est grâce à un engagement, et je le redis, de l'ensemble des partenaires, que ce soit les institutions, que ce soit les associations et toutes les collectivités territoriales. Ce qu'il faut souligner, c'est que notre agglomération s'est fortement mobilisée dans ce contexte de pandémie, avec notamment les plans quartiers d'été et quartiers solidaires pour accompagner les acteurs au service des habitants. Une enveloppe exceptionnelle et complémentaire de 200 000 € a été allouée justement spécifiquement pour mettre en œuvre ces actions. Et puis en 2020, il faut évoquer les cellules de coordination qui ont été mises en place à Grand Chambéry, mais je sais qu'aussi à la ville de Chambéry, cette cellule a été très très active pour justement permettre d'adapter, j'allais dire, les interventions face aux situations. Pour ce qui nous a concerné, nous avons adapté l'intervention des correspondants de nuit
pour adapter les horaires en fonction du couvre-feu, souvenez-vous, qui avait été imposé, et puis le déploiement d'une banque alimentaire au Biolay qui fonctionne très très bien, je dirais hélas, et qui monte en puissance. Le nom, c'est l'Escale alimentaire. Les financements de l'année 2020 ont été importants, puisque ce sont presque 1 600 000 euros qui ont été mis en place, avec principalement l'État pour plus de 900 000 euros, Grand Chambéry près de 580 000 euros, et puis la ville de Chambéry, 90 000 euros, mais hors financement de droit commun, puisqu'il y a d'autres financements que la ville, bien sûr, apporte dans le cadre de la politique de la ville. Citons des actions importantes qui ont été menées au service des habitants. Je tiens à les rappeler parce qu'elles sont importantes, et on les retrouvera aussi, on les a retrouvées en 2021 et en 2022. C'est tout ce qui concerne l'attractivité, le désenclavement, Mon quartier et moi. Ce sont beaucoup d'argent qui ont été consacrés pour les projets de renouvellement urbain, notamment pour les Hauts-de-Chambéry, 120 millions d'euros pour la réalisation notamment du Nord des Combes, entre autres, entre 2018 et 2026. Le projet de renouvellement urbain consacré à Bellevue, la réalisation du projet qui a débuté en 2018 et devrait se terminer en 2022 pour 18 millions d'euros. Et puis, citons également l'accompagnement de la réhabilitation de l'école de Bellevue à Chambéry et d'autres communes en veille active comme Barbie, qui a pu être accompagnée pour la plaine de loisirs dans le quartier du Clos-Gaillard, et la commune de Cognien pour la réhabilitation du gymnase municipal. Une autre action importante concerne l'emploi et l'insertion, l'accompagnement, l'entrepreneuriat et la formation. Je citerai à titre d'exemple les 80 porteurs d'initiatives qui ont pu être conseillés individuellement grâce au dispositif CitéLab, 40% d'habitants des quartiers en politique de la ville qui ont été concernés, l'accompagnement dans le cadre du PLI, et puis les 52 000 heures réalisées en insertion pour 125 bénéficiaires dans le cadre des clauses sociales, et les bénéficiaires de l'action Aller Vert portée par la mission locale. Le vivre ensemble est une des actions également importantes concernant l'éducation, la prévention, l'égalité. Il faut rappeler qu'en 2000, c'est presque 70 jeunes de 16 à 21 ans résidant dans de nombreuses communes de notre agglomération qui ont bénéficié du doublement des chantiers éco-citoyens, qui sont passés de 5 à 10 semaines. Et j'en profite pour remercier les communes qui ont bien voulu s'associer à ce dispositif. Les ateliers sociolinguistiques, et puis l'action de médiation sociale, les correspondants de nuit. Comme je l'ai évoqué précédemment, ce sont plus de 3600 interventions qui se sont déroulées, dont 51% ont lieu dans les quartiers prioritaires. Je voudrais également souligner des actions qui ont été portées par des associations comme Mountain Riders et d'autres, notamment en direction des jeunes qui sont vraiment très très éloignés de l'ensemble des dispositifs. Et puis aussi, dans le cadre des quartiers d'été, près de 1000 habitants des quartiers politiques de la ville qui ont pu aller, tout âge confondu, dans les Bauges grâce à la mise en place, la mise à disposition du chalet de l'Aurore, géré par la Fédération des œuvres laïques, et notamment à la FECLA, la mise à disposition d'un bus journalier qui a permis de faire justement des allers-retours pour faciliter l'organisation des sorties à la journée, les colos apprenantes et les mini-camps. Et ça a pu se faire aussi grâce aux enveloppes spécifiques Covid que notre agglomération a déployées aux côtés de l'État. Et puis de très nombreuses animations qui ont eu lieu tout au long de l'été 2020. Et puis les 20 ans d'une toile à la belle étoile, où ce sont plus de 4000 spectateurs qui ont pu bénéficier de cette belle opération de toile à la belle étoile. Enfin, l'axe fort qui est évoqué dans ce rapport annuel, c'est le besoin d'accompagnement, notamment dans le domaine du numérique, la lutte contre la fracture du numérique qui s'est fait jour et qui a eu ses conséquences, notamment sur l'accès aux droits des habitants. Et pour
pour l'accompagner les habitants. Pendant le premier confinement, il y a eu une grande mobilisation des directeurs des écoles, de plusieurs associations, de Chambéry notamment, et de structures, et puis le réseau d'entrepreneurs aussi qui a mis à disposition du matériel informatique pour permettre à des familles de pouvoir assurer la continuité pédagogique jusqu'à la fin de l'année scolaire. Voilà les grands points que vous pourrez retrouver dans ce rapport d'activité. Juste pour conclure, on a prévu une petite vidéo de quelques minutes. C'est simplement pour vous rappeler le plan d'action 2021-22 qui fait continuité, vous verrez, avec toutes les actions qui ont pu être déployées durant l'année 2020. Le contrat de ville, c'est une politique de la ville ambitieuse qui réduit les écarts de situation entre les habitants de l'agglomération. À l'échelle du territoire, il s'applique à 2 quartiers prioritaires et 9 quartiers en veille active. Le plan d'action 2021-2022 se compose de 4 grands axes. Valoriser les capacités de développement urbain durable des quartiers pour améliorer le cadre de vie des habitants. Il s'agit de poursuivre et renforcer le renouvellement urbain des quartiers par une action sur le bâti et l'espace public, développer la gestion urbaine de proximité, renforcer la mixité sociale des quartiers en limitant la concentration des précarités, décliner la stratégie globale du contrat de ville dans chaque quartier en veille active en tenant compte de leurs spécificités. Développer le potentiel des quartiers à travers l'emploi et le développement économique. L'accent sera mis pour favoriser l'insertion professionnelle des habitants, le rapprochement entreprise-habitants en s'appuyant sur la dynamique de développement économique de l'agglomération. Renforcer l'inclusion et la réussite des habitants pour créer des conditions du vivre ensemble. Cela consiste à accompagner les parents dans leur travail éducatif, améliorer la réussite scolaire, favoriser le bien vivre ensemble dans le respect des valeurs de la République, amplifier l'offre culturelle et sportive comme support éducatif et d'inclusion sociale, restaurer un cadre de vie apaisé par une action sur la tranquillité publique et la prévention, et favoriser l'accès aux soins des populations les plus vulnérables. Adaptation des moyens face aux impacts de la crise sanitaire, économique et sociale. L'ambition est de prendre en compte les besoins et envies d'agir de la jeunesse, mais aussi prévenir les discriminations, favoriser l'accès aux équipements numériques et faciliter leurs usages, garantir l'égalité femmes-hommes. Pour mettre en œuvre ces grands axes, une méthode qui repose sur une gouvernance partagée et la création de partenariats innovants. Le projet est ambitieux et pour le réaliser, 1 619 000 € sont alloués au contrat de ville chaque année et plus de 100 acteurs seront mobilisés pour garantir la mise en place des différentes actions. Tous ensemble, réduisons les écarts de situation entre les habitants de l'agglomération. Ok, merci. Merci pour cette présentation de ce rapport 2020. Merci aussi, j'en profite, pour tout le travail réalisé par les équipes, par les élus, au sein des commissions, et tout ce travail sur la politique de la ville qui est pas simple à appréhender, qui est vraiment diversifié. Et puis on peut se réjouir aussi de noter que finalement ça touche, vous l'avez vu, notamment sur les actions liées au vivre ensemble, à l'éducation, aux préventions, touche d'autres communes, qui ne sont pas forcément dans les quartiers politiques de la ville ou les quartiers de veille active, mais qui essaiment sur l'ensemble, qui touchent l'ensemble des communes. Ça, c'est aussi un point intéressant. Je ne sais pas s'il y a des interventions. Oui, je vous en prie. Là, on va peut-être baisser quand même. Merci, oui, c'est ça bon. Marche. Super, merci beaucoup. J'ai juste un petit regret, c'est sachant qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en faveur de l'égalité femmes-hommes dans le contrat de ville et que c'est un axe fort. Je regrette vraiment que sur ce document et que sur la vidéo, ça n'apparaisse absolument pas, même de dire les habitantes et les habitants. Je sais qu'il y a un gros travail qui est fait aussi sur
les budgets genrés dans les quartiers politiques de la ville, dans l'évaluation des projets politiques de la ville en fonction de la prise en compte de cette dimension-là. C'est une dimension importante de la mixité et de l'égalité. Et du coup, c'est pas du tout pour remettre en cause le travail qui est fait, c'est juste pour proposer une piste de visibilisation de tout ce qui est fait à ce niveau-là. Merci. D'accord, merci. Une autre intervention? Non, c'est bon. Donc on doit approuver ce rapport. Hein. Et puis vous avez de distribuer, hein, vous avez vu sur les tables, hein, je pense tout le monde là, le plan d'action 2021-2022 sur cette compétence politique de la ville. Et bien s'il n'y a pas d'intervention, je vous le propose, je vous le soumets à délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non. Eh bien je vous remercie, c'est voté à l'unanimité. Voilà, on a terminé sur notre ordre du jour. Juste une information sur les prochaines séances. Donc, prochaine conférence des maires le 25 novembre, 18h, salle Nivolet au siège de Grand Chambéry. Et bureau et conseil communautaire le 9 décembre, ici même, à Savoie Expo, 18h pour le bureau et 18h30 pour le conseil communautaire. Voilà, je lève la séance et je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Merci.